Nous allons vous raconter, en une série d'épisodes que nous espérons passionnants, ce que nous appelons l'aventure des plantes. Parce que c'est véritablement d'une aventure qu'il s'agit. L'aventure de leur évolution. Cette série d'épisodes va nous emmener à travers le monde. En Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi aux Canaries, et en Amérique du Sud, sur le Rio Negro. Nous irons avec les botanistes chinois sur les hauts plateaux du Tibet. Découvrir entre 4000 et 5000 mètres d'altitude le plus haut jardin naturel du monde. Vous nous suivrez dans le brouillard permanent des hauts plateaux de Colombie. Et nous irons au Mexique et en Arizona. Nous irons même en Indonésie, à la recherche de fleurs monstrueuses. Et dans la forêt de Thaïlande, à la chasse aux orchidées sauvages. Vous nous suivrez dans la neige des montagnes de Californie, à la recherche de l'arbre le plus vieux du monde, bien plus vieux que Mathusalem. Et pourtant, il est toujours vivant. Mais surtout, à mesure que vous suivrez ces épisodes de l'aventure des plantes, vous irez d'étonnement en étonnement. En découvrant à quel point le monde des plantes ressemble étrangement au nôtre. Vous comprendrez que l'histoire des plantes est celle d'une suite de civilisations végétales qui sont allées d'invention en invention et qui n'ont sans doute pas dit leur dernier mot. Vous découvrirez, chez les fleurs les plus banales, des mécanismes hautement sophistiqués. Vous découvrirez que les organes sexuels de certaines plantes peuvent réagir dès qu'ils sont touchés par un insecte, avec une agilité toute animale. Enfin, vous découvrirez, au cours de ces épisodes, que les plantes sont liées aux insectes par des contrats de coopération, des accords de complicité. Mais pour bien suivre toutes ces aventures des sociétés végétales, qui ne manquent pas de suspense, il est indispensable de n'avoir pas raté le début, car elles s'enchaînent comme un feuilleton. Or, le début, ce n'est pas encore, comme ici, sous notre avion, la civilisation des conifères, qui compte pourtant parmi les plus anciennes et à qui revient le mérite, à coup sûr, d'avoir inventé la graine. Le début, le vrai début de l'aventure des plantes, et aussi par voie de conséquence de l'aventure des animaux et des hommes, le voici sous nos yeux, dans la mer. Nous survolons ici, sur la côte atlantique de la France, le bassin d'Arcachon. Ce que nous voyons, ce ne sont pas des prairies terrestres, ce sont des prairies d'algues vertes. Nous les voyons à marée basse, à travers l'eau transparente. Elles servent de nourriture à des huîtres qu'on élève ici par centaines de milliers. Pourquoi ici? Parce que l'Atlantique est un océan vert. Plus une mer est verte, plus elle est riche en plancton végétal. Riche en milliards de cellules microscopiques, en suspension, qui sont autant d'algues unicellulaires et qui servent de nourriture aux coquillages, aussi bien qu'aux poissons.
comparaison, voici une mer très bleue, tellement bleue que les Français l'appellent leur côte d'Azur. Si la mer est ici très bleue, c'est parce qu'elle reflète profondément le ciel. Si elle le reflète, c'est parce que son eau est relativement transparente. Et si elle est transparente, c'est parce qu'elle est pauvre en plancton végétal, et par conséquent en poissons. Or, le ciel n'a pas toujours été bleu. En fait, le bleu du ciel est né du vert de la mer. Et voici comment. Il y a au moins 3 milliards d'années, la Terre et les océans qui la recouvraient étaient entourés d'une atmosphère épaisse. Il n'y avait pas la moindre trace d'oxygène. On imagine la mer, à cette époque, comme une sorte de soupe primitive, dans laquelle des molécules étaient en suspension. Et ces molécules nourrissaient des êtres microscopiques qui les consommaient par fermentation, en dégageant des bulles de gaz carbonique. On ne saura jamais lequel de ces êtres primitifs a eu le génie de fabriquer pour la première fois cette molécule extraordinaire qui allait tout bouleverser, la chlorophylle. C'est l'apparition de cette molécule verte qui donne le départ à l'aventure des plantes. Grâce à ce filtre vert, qui lui permet de se servir de la lumière pour transformer l'eau et le gaz carbonique en sucre, l'un de ces êtres primitifs devient, il y a 2 ou 3 milliards d'années, une algue unicellulaire. Il a réussi, cette opération magique, réunir 3 des 4 éléments, l'eau, l'air et la lumière, pour en faire sa propre chair vivante. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse, ce que ni l'homme ni l'animal n'ont jamais pu faire. Mais voici le deuxième acte. Des milliards de cellules, adoptant le système du filtre vert, entreprennent la fabrication industrielle des sucres. Et comme toutes les industries, celle-ci a son déchet. C'est l'oxygène. Voilà donc l'oxygène qui pollue peu à peu l'atmosphère, au point que le ciel finit par prendre une vilaine teinte bleue. Et c'est une catastrophe. Pour tous les êtres minuscules qui se débrouillaient comme ils pouvaient pour vivre dans le gaz carbonique, l'oxygène est un dangereux poison. Alors, des milliards et des milliards d'entre eux disparaissent. Les autres, pour mieux fuir l'oxygène, s'enterrent sous l'eau. On les trouve encore de nos jours dans la vase des fonds, comme des gens qui auraient fui une planète irradiée pour vivre dans des abris atomiques depuis 3 milliards d'années. On les appelle des anaérobies, ce qui veut dire vivants sans air. Ce qu'ils ne savent toujours pas, ces reclus, c'est qu'à la surface, entre-temps, la nature a mis au point un système de recyclage du déchet de l'industrie des sucres. Elle a inventé les animaux et les hommes qui réutilisent l'oxygène en le respirant et qui rejettent à nouveau du gaz carbonique. Quant aux responsables du dégagement de l'oxygène dans l'atmosphère, les pollueuses, elles sont toujours là, dans la mer. Elles continuent. Ce sont les algues vertes, unicellulaires, microscopiques, qui forment le plancton végétal. Si elles ont des formes aussi variées, aussi belles, c'est parce qu'en plus d'accumuler des sucres, elles se mettent en boîte elles-mêmes. Elles se fabriquent des carapaces minérales, par exemple pour les diatomées, avec de la silice. Ces diatomées n'existent d'ailleurs pas seulement dans la mer, on les trouve aussi dans les eaux douces. Voici un tétard sur une tige de nénuphar, en train de paître des diatomées. C'est sa prairie à lui. Mais voici, dans la mer, une autre grande invention, la reproduction. La première idée, c'est la plus simple, se séparer en 2. Comme cette algue unicellulaire, la Micrastérias denticulée.
est probable que pendant des milliards d'années, dans l'océan, il ne s'est pas passé autre chose. Des cellules qui se divisaient en deux et qui, à l'occasion, pouvaient se réunir à nouveau, ce qui ne pouvait donner qu'un océan de jumeaux. Ce qui a dû se passer, et qui a tout bouleversé, c'est que pour s'adapter, ici et là, à des conditions différentes, une mer plus chaude, etc., certains de ces jumeaux ont dû modifier leur patrimoine génétique. Alors, du coup, en se réunissant à d'autres, ils ont donné chaque fois un individu différent. Et ainsi de suite. La reproduction sexuelle était inventée. Et maintenant, vous avez devant vous le premier moyen de locomotion connu. Un cyle. On l'appelle aussi flagelle. Il permet aux cellules de nager. Pourquoi faire? Eh bien, il y a deux cas. Dans le premier cas, le cyle permet aux cellules devenues pubères de se précipiter les unes vers les autres. Alors, s'il y a compatibilité entre elles, c'est l'amour cellulaire. Pour être à la godille, il n'en est pas moins efficace, puisqu'il va donner d'autres organismes minuscules munis à leur tour d'un cyle. Ces mariages ne se font pas au hasard, les cellules se choisissent par de subtils processus chimiques. C'est le début des problèmes conjugaux. Mais dans un deuxième cas, d'autres cellules puritaines se débrouillent toutes seules pour faire un bébé, sans avoir besoin de s'unir à une autre. Dans ce cas, à quoi leur sert le cyle? Eh bien, très probablement à se maintenir en surface, pour ne pas sombrer. En effet, à force de fabriquer des sucres, la cellule finit par faire ce qu'on pourrait appeler de la cellulite, ou du diabète, si vous préférez. En accumulant des sucres, elle devient obèse et risque de couler, ce qui la condamnerait, car à plus de 100 mètres de profondeur, plus de rayons solaires, donc plus de photosynthèse possible. Apparemment, le cyle lui sert à se maintenir près de la surface. Il y a d'ailleurs encore plus étrange. On a découvert que ces cellules ont un œil. C'est une sorte de point microscopique qui semble irrésistiblement attiré par la lumière et qui agit sur la nage du cyle comme un pilote agirait sur un gouvernail. Et voici d'ailleurs le commencement probable de la vie animale. Il suffit que l'un de ces organismes nageurs perde sa chlorophylle et par conséquent son aptitude à la synthèse des sucres pour qu'on glisse insensiblement du règne végétal vers le règne animal. Ainsi, cette euglaine qui se plaît dans les rivières à la sortie des égouts peut être tantôt végétale, tantôt animale. Il peut lui arriver de perdre sa chlorophylle et de se nourrir de matières organiques, exactement comme nous. Tout laisse penser que ce que nous voyons là, ce sont nos propres débuts. Mais voici qui va brutalement changer le destin de l'algue planctonique. Jusqu'à présent, emportée par le courant ou nageant grâce à son cyle, elle flotte entre deux eaux et n'a que des problèmes simples. Le jour, profitant du soleil, elle fabrique des sucres. La nuit, elle pense à son avenir et se reproduit. Mais soudain, son univers bascule. Brutalement, la vague l'amène sur les rochers du littoral. La voici confrontée à un nouveau problème. Comment survivre à ces chocs répétés? À chaque mouvement du ressac, elle prend une claque sur le rocher. Or, chacun sait qu'à force de prendre des claques, on apprend la vie. C'est ce que va faire la cellule du plancton. Pour que cesse ce va-et-vient traumatisant, une seule solution, s'agripper au rocher. Elle décide de s'y fixer une fois pour toutes. Voilà donc un problème résolu. Mais aussitôt en surgit un autre, car ainsi va la vie, de crise en crise. Comment supporter ce tourbillon sans être arraché de son support? Pour ça, il faut s'accrocher plus solidement. Il faut donc être fort.
Et qu'est-ce qui fait la force? L'union. Alors, cette algue minuscule, qui n'est toujours jusqu'ici qu'une seule cellule, se divise en 2, puis en 4, puis en 8, etc. Mais les descendants ne se séparent plus. Ils restent associés, ce qui va tout changer. Car en faisant ça, elle invente la société. Une société de cellules. C'est ainsi qu'au cours de l'évolution, apparaît sur le rivage l'algue pluricellulaire. Alors, ces algues socialisées, comment vont-elles se reproduire? Eh bien, la sexualité, c'est le seul domaine où elles n'inventent rien. Tantôt, elles libèrent des spores, qui vont chacune redonner une algue. En somme, elles se bouturent elles-mêmes, comme un homme qui se reproduirait en libérant des cellules de son doigt de pied. Tantôt, les algues émettent des cellules, mâles et femelles, qui vont se faire la cour, sous la forme d'un véritable petit balai. Finalement, elles vont s'unir pour former un œuf qui donnera une nouvelle algue. Voici le balai d'amour auquel se livrent les microscopiques cellules mâles et femelles d'une algue laminaire. Nous assistons à la cour des prétendants. Une petite foule de cellules mâles tournoie autour d'une grosse cellule femelle. Finalement, regardez, un seul des prétendants est accepté par la cellule femelle. Tous les autres s'en vont, écœurés. Après quoi, une petite algue va naître. Mais maintenant, sur le littoral, il s'agit pour les algues d'avoir la meilleure place. Et pour cela, il faut se battre. C'est comme la ruée vers l'or. Du bon placer dépendra la richesse. Aussi, chaque niveau de la plage voit s'installer une catégorie d'algues d'un rang social différent. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le haut du pavé se trouve à marée basse. C'est là qu'on trouve les algues les plus florissantes, comme les laminaires. Parce qu'elles restent toujours dans l'eau, à faible profondeur, donc en pleine lumière. Eau et lumière à profusion, c'est la place idéale pour une bonne photosynthèse. La place idéale, tant qu'on ne vient pas vous arracher pour faire de l'engrais, comme ici devant l'île de Bas, au large de Roscoff, en Bretagne. Un peu plus haut, à mi-marée, c'est déjà la classe moyenne. Les algues brunes qui sont là voulaient de la lumière, elles en ont. Seulement maintenant, elles ont des coupures d'eau. Plusieurs heures par jour. C'est bien pourquoi on les ramasse plus facilement. Mais c'est aussi pourquoi elles sont déjà moins développées, moins belles. Ce sont les fucus, avec leurs petits ballonnets gonflés d'air, pour mieux flotter dans l'eau dès que la marée remonte. Quant aux pionniers qui se sont installés aux avant-postes du pays inconnu, la Terre, on les voit très nettement ici, au-dessus du niveau des algues brunes. Ce sont les algues vertes. Le haut du pavé, c'est ici le niveau social le moins élevé. À la limite supérieure de la marée haute, les coupures d'eau deviennent sévères. C'est bien pourquoi c'est le domaine des algues les moins perfectionnées.
les ulves, parfois appelées laitue de mer, les algues filamenteuses vertes, pendant que les laminaires se pavanent, les pionniers les plus hardis restent pauvres. Mais ce sont les pionniers qui font l'avenir. Car c'est à partir de ces algues vertes que va commencer la fantastique aventure des végétaux terrestres. Pourquoi? Eh bien parce que leur filtre vert, la chlorophylle, est le seul qui tienne à la lumière du soleil. Les algues brunes et rouges, en fait, qu'on trouve un peu plus profond dans la mer, sont un cul-de-sac de l'évolution. Elles se sont adaptées à des éclairages faibles et n'ont donné aucun descendant capable de vivre sur Terre en plein soleil. Les algues vertes, au contraire, déjà habituées à vivre en pleine lumière, ont fini, avec un peu de patience, disons quelques millions d'années de réflexion, par trouver la solution pour sortir définitivement de l'eau. Elles seules ont pu produire une descendance capable de concevoir le grand projet Apollo des plantes. Poser le pied sur la Terre et la conquérir définitivement. Elles sont les ancêtres de toutes les plantes terrestres. En somme, la mer, pour les plantes, c'est comme pour les hommes l'Asie et l'Europe. C'est l'ancien monde, où tout a été inventé. Et la Terre, c'est l'Amérique, le nouveau monde, qui va voir arriver les colons, par vagues successives. La première vague a donné les Indiens, puis très longtemps après, les Espagnols, les Anglais et les autres. Eh bien, les voici, les Indiens du monde végétal. Ces traînées vertes qu'on voit sur les troncs d'arbres, au bas des murs ou sur les statues, ce sont bel et bien des algues. Des algues vertes, minuscules, formées chacune d'une seule cellule, qui ont conquis la Terre, mais qui n'ont pas su évoluer pour autant. Résultat, dépassées depuis longtemps par les colons suivants, les plantes à fleurs, elles en sont réduites à se réfugier peureusement les unes contre les autres, toujours du même côté, le côté exposé à la pluie ou à l'humidité. Complètement différentes des autres plantes, elles passent presque inaperçues, comme les Indiens, dans leurs réserves. Elles ont conquis le nouveau monde, mais elles y vivent toujours comme dans l'ancien, la mer. Et voici, pour finir, le plus émouvant. Une équipe de botanistes chinois vient de mener une expédition dans l'Himalaya pour y chercher quelles sont les plantes qui peuvent vivre à la plus haute altitude. Et là, à plus de 5000 mètres, ils ont découvert que la plante la plus haute du monde est une algue unicellulaire qui vit dans la neige. D'autres colons, nous le verrons dans les épisodes suivants, ont poussé tellement plus loin la grande aventure des plantes.